Donc maintenant, appel des présents. Alors, M. Legarigan, il est là. M. Hersek Samuel. Présent. Lalanne Nicole. Présente. M. Régard Jacques. Présent. Moi, c'est Julie. Présente. M. Larjas Aurélien. Présent. Madame Durand Milano Marie-Josée. Présente. M. Pereira Jean-Manuel. Présent. Madame Bonny Bernadette. Présente. M. Mastelena Bruno. Madame Bocquet-Lula Nicole. Présente. Madame Bourron Catherine. Présente. M. Pelléry Guy. Présent. M. Angbal Noureddine. Présent. Madame Béchade Véronique. Présente. M. Hubert Philippe. Présent. Madame Barré Christelle. Procuration. Alors, procuration à la Stouilla. Audrey. Présente. Merci. Et M. Pija Stéphane. Présent. Hubert Majori. Procuration à M. Hubert Philippe. Présent. Ok. Monsieur Keng Sébastien. Présent. Madame Kusbach Johanna. Elle a une procuration aussi. À Madame Moukeloua Nicole. Oui. Présente. Monsieur Enzi David. Madame Lastouilla Audrey. Présente. Monsieur Mignon Michael. Présent. Madame Fort Clara. Présente. Madame L'Huissier Béatrice. Présente. Monsieur Coutan Ludovic. Présent. Madame Bloch Estelle. Présente. Madame Michalak Jennifer. Présente. Monsieur Albizer Frenga Julien. Présent. Madame Durand Catherine. Présente. Monsieur Rosier Duplanté Loïc. Présent. Et monsieur Romazel Frédéric. Procuration à monsieur Duplanté Loïc. C'est ça? Merci. Donc le quorum est atteint. Il nous faut nommer nomination du secrétaire de séance. Donc monsieur Jean-Jacques Régan, il est d'accord? Oui. Merci. Donc nous allons passer maintenant à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 avril 2026. Est-ce qu'il y a des choses, des commentaires à faire? Oui, moi, Béatrice Huissier, concernant la ZAD, est-ce que vous avez annoncé une date de réunion? Est-ce que vous avez une avancée sur une éventuelle date ou pas? Ah pardon, excusez-moi, oui. Oui, vous parlez pour la ZAD. Oui. Ouais, alors, on a fait l'installation métropole le vendredi dernier. Oui. Donc ça va pas aussi vite que ce que je veux aussi. Je suis aujourd'hui dans mes délégués, effectivement, mais là, on aura la prochaine réunion du conseil municipal, le conseil métropolitain, c'est le 7 juin. Donc d'ici le 7 juin, rien ne va se passer au niveau de la métropole. Je n'ai pas plus de pouvoir aujourd'hui que hier. Donc il faudra attendre le mois de juin pour avoir vraiment une réunion. Et d'autant plus que j'ai appris qu'effectivement, il y allait avoir au niveau du conseil métropole des réunions en ce qui concerne les ZAD, c'est-à-dire le régime général pour toute la métropole. Donc ça aussi, on pourra participer à ces réunions et ce sera des réunions publiques, ce que j'ai appris pendant les élections. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, l'engagement, je ferai venir, quand la personne sera nommée, pour expliquer ce que c'est que la ZAD à part entière. Hein, mais aujourd'hui, honnêtement, ça a été assez. La métropole, c'est encore plus lourd que la commune. Et ils vont mettre presque un mois pour installer tout le monde. Voilà. Donc, sur Pampure, ça serait une réunion publique. Ah oui, 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 tout à fait, oui. Oui. Il n'y a pas d'autres. Pardon. Pas d'autres questions? On met au vote. Pardon? Soit j'interviens en début de conseil ou si vous me donnez l'autorisation en fin de conseil, comme vous voulez. Mais ça a à voir avec le PV? Non. D'accord. On va faire la fin de conseil. Et puis là, Très bien. vous nous avez envoyé un courrier, je crois. Non. Bon, alors ça aussi, on s'habituera. Si vous pouvez, on va répondre. Vous pourrez poser des questions, mais si vous pouvez nous les envoyer. Ok, mais c'est Alors, pas. des fois, c'est pas pour préparer les questions.
questions, mais au moins nous dire qu'il y aura des questions. J'ai bien compris, mais là, ce ne sont pas des questions. Hein, Ah d'accord, ok. C'est une communication. Oui, enfin une intervention. D'accord. Oui. Ah bah, si vous voulez le faire maintenant d'entrée, c'est une communication. On peut le faire à la fin, c'est comme vous voulez. Allez. Oui. On y met de la main ici. Maintenant? Oui. Ok. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, je souhaite intervenir sur 3 points. Sur le CCAS, tout d'abord, j'ai participé au conseil d'administration d'installation du CCAS. Je tiens à saluer les choix que vous avez faits concernant les personnalités qualifiées désignées. Je pense notamment à Marie-Noëlle Vidal, engagée de longue date dans l'accompagnement à la scolarité, ainsi qu'à M. Thierry Alluin, responsable de la communauté Emmaüs de Parempuire. Ces choix sont importants car ils traduisent une volonté d'ouverture et d'ancrage dans le tissu associatif local, notamment sur les questions de solidarité et de lutte contre les discriminations. Je tenais sincèrement à le souligner. Je souhaite également rappeler un point important, le CCAS n'est pas une association caritative, c'est un établissement public avec des règles, des responsabilités et un rôle spécifique. Même si nous œuvrons tous dans le même sens au service des publics les plus fragiles, il est essentiel de rester vigilant à ne pas mélanger les rôles. Lors de ce conseil, nous avons également débattu du rapport d'orientation budgétaire du CCAS qui s'inscrit à ce stade dans une continuité, mais j'ai souhaité alerter sur 2 urgences sociales. D'abord, la question des logements d'urgence. Nous constatons une augmentation de situations très préoccupantes des personnes de Parempuire, contraintes de dormir dans leur voiture, souvent à la suite de ruptures de vie et face à la pénurie de logements. Il est nécessaire d'agir rapidement et de proposer un plan d'action pour renforcer les capacités d'accueil. Ensuite, la situation des personnes étrangères hors Union européenne, confrontées à des démarches administratives de plus en plus complexes, entièrement dématérialisées et sans accompagnement. Je pense notamment à celles et ceux qui demandent un premier titre de séjour, par exemple, en tant que conjoint de Français, ou encore aux compagnons d'Emmaüs, engagés dans un parcours d'insertion. Mais aussi à ceux qui attendent un renouvellement de leur titre de séjour et se retrouvent parfois sans récépissé, contraints d'interrompre leur activité professionnelle. Ces personnes vivent ici, parfois en famille, participent à la vie locale. Ce sont des habitants de Parempuire à part entière. Ils ont besoin d'un accompagnement digne, accessible et politique. Sur le projet M, je souhaite également revenir sur votre communication concernant l'implantation de l'usine M. Pendant la campagne, plusieurs positions que je qualifierais de faciles ont été exprimées avec fermeté. Mais nous avons bien la confirmation aujourd'hui que la décision relève de l'État. Pour ma part, j'avais fait le choix de la transparence. Aujourd'hui, le projet semble se concrétiser. Il faut donc être cohérent et passer à une posture d'action. Je vous propose donc la mise en place d'un comité de suivi associant les habitants et la création d'une instance de dialogue avec l'entreprise, associant élus et représentants de la société, pour garantir transparence, vigilance et accompagnement dans la durée. Enfin, sur l'arrivée des caravanes sur la plaine des sports, merci à vous de nous indiquer quelle proposition a été faite au club de pétanque afin qu'ils poursuivent leur activité. Alors là, c'est la seule petite question qu'il y aura. Sur l'installation de ces caravanes, je souhaite saluer votre gestion dès leur arrivée. Vous avez su adopter une attitude à la fois ferme et humaine, ce qui est essentiel. Je me permets néanmoins de rappeler que plus globalement, la communauté des gens du voyage est composée de citoyens français, présents depuis longtemps sur notre territoire et qui ont toute leur place dans notre commune. Certains propos lus sur les réseaux sociaux ces derniers jours sur l'arrivée temporaire de gens du voyage itinérants étaient vraiment indignes et affectent au plus profond d'eux-mêmes les parempuriens de la communauté. Le respect doit rester une exigence collective. En conclusion, dans toutes ces situations, une ligne doit nous guider, à mon sens, tenir ensemble l'exigence de responsabilité et le devoir d'humanité. Merci. Merci. J'ai bien fait de vous laisser parler un peu parce que j'ai des réponses là-dessus. C'est bien. Si vous permettez, pour le club du voyage, effectivement, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vais vous répondre de suite.
sont arrivés, il y a le chef, je dirais, comment on appelle ça, le pasteur, pardon, qui a été très raisonnable, vraiment, il a mis tout de suite les conditions pour être sur la zone. Il a tout de suite pris la responsabilité, la police est arrivée, mais ça s'est fait effectivement très, très décontracté, puisque de toute façon on n'avait pas le choix, 60 caravanes dans par empire, il fallait bien les mettre quelque part. Donc tout de suite ça s'est rangé, ils ont fait le maximum. Et c'est vrai qu'après dans le déroulement, ils ont tenu parole dans la propreté, dans l'installation. Alors en sachant que la métropole est en tort en ce qui concerne les gens du voyage, puisqu'on n'est pas réglementaire à la métropole pour accueillir les gens du voyage. Donc effectivement, ils font comme ils peuvent. Quand ils arrivent, ils s'installent où ils peuvent. Donc ça aussi, je serai le porte-parole à la métropole, ne vous inquiétez pas, parce que quand ça vous arrive tout d'un coup comme ça et que les gens arrivent, tout le monde a peur, parce que je pourrais dire, ça fait peur, effectivement, les gens qui sont autour ont eu peur. C'est pour ça qu'on s'est mis, les élus, il n'y avait pas que moi, on a été 4 ou 5 élus, plus la police, plus les gendarmes, et tout le monde a tranquillisé pour surtout pas attiser des haines ou quoi que ce soit. Tout s'est bien passé, effectivement, et il faut respecter, qui respecte le bruit. Il y en a d'autres qui font beaucoup plus de bruit le soir où je suis de permanence et ça n'a pas été bon. C'est pas eux qui faisaient du bruit, la musique, c'était pas eux hier soir. Voilà, c'était autre chose. Donc, mais bon, on va mettre un peu d'ordre là-dedans aussi. Mais ils sont très respectueux. Il s'appelle M. Baptiste d'ailleurs, le pasteur, et j'ai son portable. Tout le monde a son portable. Il est très respectueux. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on s'appelle et on règle les problèmes. Donc ça marche bien. Effectivement, je pense qu'il faut poser la question à la métropole pour les gens du voyage. On est hors jeu complètement. On n'est pas dans la règle. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Et on subit les petites communes parce qu'ils repartent. Alors, ils sont venus ce matin. Monsieur le directeur a signé le papier de départ. Je ne me trompe pas, c'est le 10 ou le 15 le 10 mai. Ils ont signé un papier et on sera là-bas pour faire la réception du départ, comme ils ont fait la réception d'arrivée. Voilà. Donc tout se passe bien, hein. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Voilà. Ils font leur voyage, ils s'abonnent maintenant après à Auch, voilà, pour finir à agir. Voilà, le commentaire qu'on a à faire là-dessus, c'est tout ce que j'avais à faire. Alors si vous le permettez maintenant, on n'a pas voté là. Il y a encore des questions sur le... Okay, donc il faut voter. Oui, on acte le PV. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Là, je vous remercie. Je vais quand même donc effectivement pour un petit peu expliquer ce qu'on fait à ce moment, pour faire une lecture d'une situation aujourd'hui où c'est qu'on en est. Bon, nous nous réunissons ce soir pour un conseil municipal particulièrement important. Sans doute l'un des plus importants de ce début de mandat, celui de consacrer aux orientations budgétaires et aux choix financiers qui engagent durablement l'avenir de notre commune. Depuis notre installation avec l'équipe municipale, nous avons souhaité aller sur le terrain. Nous avons visité nos écoles, nos équipements sportifs, nos bâtiments municipaux, les services administratifs et l'ensemble de notre patrimoine communal. Et je dois dire avec franchise que le constat est préoccupant. Nous découvrons aujourd'hui des bâtiments parfois dans un état de dégradation avancée et des équipements vieillissants. Des infrastructures qui, pour certains, nécessitent des interventions urgentes. Encore plus grave, certains lieux accueillant nos enfants interrogent directement les conditions de sécurité que nous devons garantir. Je ne veux pas me résoudre à accepter qu'une commune comme la nôtre laisse son patrimoine se dégrader à ce point. J'ai déjà alerté en 2023 cette situation financière fragile de notre commune à l'époque. Certains avaient contesté mes propos avec beaucoup de virulence. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes et la réalité du terrain également. Et notre rôle n'est pas de regarder dans le rétroviseur en permanence. Notre responsabilité est désormais d'agir. Cela signifie une chose très claire. Dans l'immédiat, notre priorité ne sera pas de lancer de grands projets de prestige ou de nouveaux investissements non essentiels. Notre priorité sera simple, réparer, sécuriser, rénover et remettre à niveau tout ce que nous avons déjà. Parce qu'avant de promettre du nouveau, il faut être capable de garantir l'essentiel à nos habitants. Concernant maintenant le dossier RTE, nous avons engagé un retour contre la délibération du 24 février autorisant la signature d'une convention dans les conditions que nous estimons contestables. Pourquoi ce recours? Parce qu'une décision aussi importante pour l'avenir de notre territoire a été prise à la veille d'une élection municipale, alors que même l'équipe sortante ne sollicitait pas un nouveau mandat. Nous estimons simplement qu'un sujet aussi structurant méritait d'être discuté avec la nouvelle majorité issue du suffrage des habitants. C'est une question de méthode, c'est une question de transparence, c'est aussi une question de respect démocratique.
Concernant maintenant le projet EMME, je vais être très clair. Les habitants ont aujourd'hui des interrogations légitimes. Ils ont parfois des inquiétudes, et je les comprends. Ce qui a manqué jusque-là, présent, c'est une communication claire de l'État sur les conséquences concrètes de ce projet pour notre territoire. Trop de zones d'ombre demeurent, trop de questions restent sans réponse. Notre rôle n'est ni d'alimenter la peur, ni de subir les décisions venues d'en haut. C'est pourquoi nous rencontrerons prochainement les dirigeants du projet. Sur cette implantation, si cette implantation doit se faire, alors que notre commune devra obtenir des garanties concrètes, des compensations financières, des investissements publics adaptés, des infrastructures renforcées, des solutions de mobilité, des réponses sur l'impact environnemental et des retombées économiques réelles pour nos habitants. Si notre territoire participe à un projet d'intérêt national, ce qu'on nous dit souvent, et puis même M. Macron l'a annoncé, alors notre territoire doit également recevoir des bénéfices. Je veux enfin adresser un message aux habitants de notre commune. Je sais les inquiétudes, je sais parfois les tensions, je sais les attentes immenses, mais je veux vous dire ce soir que cette municipalité agira toujours avec calme, avec transparence et avec détermination. Nous disons la vérité, nous prendrons nos responsabilités, nous défendrons toujours l'intérêt de notre commune. C'est dans cet esprit de sérieux, de responsabilité et de reconstruction que nous allons examiner ce budget ce soir. Je vous remercie. Maintenant, nous allons passer au budget et je vais passer la parole à notre ami Jean-Manuel. Ah oui, et qui va attaquer donc par la modification du règlement budgétaire et financier. Tout à fait. Bonsoir à tous. Avant de commencer, je tiens personnellement à remercier Émilie Devogel, qui a fait un travail extraordinaire pour qu'on puisse présenter ce budget prévisionnel. Et voilà, tout simplement parce que ça a été très ardu et très short pour le présenter. Donc la délibération budgétaire, on va commencer par la délibération numéro 1, modification du règlement budgétaire et financier. Donc, qu'est-ce que le règlement budgétaire et financier? C'est un acte qui permet d'expliquer le fonctionnement... Jean-Manuel, C'est bon? Donc, qu'est-ce que le règlement budgétaire et financier? C'est un acte qui permet d'expliquer le fonctionnement de la gestion financière et comptable d'une collectivité. Il valide le fonctionnement interne des services financiers. Je vous invite à regarder la page 31 de le règlement budgétaire et financier, le lexique qui explique les acronymes, parce qu'il y en a beaucoup. Je ne les connaissais pas tous, donc il y en a pas mal. Le règlement budgétaire et financier a pour vocation principale de préciser les règles de gestion financière qui résultent du Code général des collectivités territoriales, de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 et du décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des instructions budgétaires et comptables applicables à la commune. Définir les règles internes de gestion propres à la ville dans le respect des textes ci-dessous énoncés et conformément à l'organisation de ses services. S'impose à l'ensemble des budgets et des services municipaux et plus particulièrement aux services financiers. Renforce la cohérence et l'harmonisation des procédures budgétaires en vue de garantir la permanence des méthodes et des processus internes. Suite au renouvellement du conseil municipal, on vient d'apporter des modifications au règlement budgétaire et financier votées par délibération le 30 septembre 2022. Donc, le projet de délibération, c'est vu le Conseil général des collectivités territoriales, vu l'article 106.2 de la loi du 7-08-2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, vu le décret numéro 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application de l'article sous-divisé,
vu l'article du 20 décembre 2018 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, aux métropoles et aux leurs établissements publics administratifs, vu la délibération DL 2022-09-30-007 du 30 septembre 2022 portant adoption du règlement budgétaire et financier dans le cadre du passage à la nomenclature M57. Considérant l'obligation unitaire et un règlement budgétaire et financier, donc je vous demande de voter. Sachez simplement que pour le projet de délibération, il y en a 8. Je vous ferai grâce des 8 suivants. Voilà. Donc, je vous propose un vote. Qui est contre? Oui. Y a-t-il des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. À l'unanimité, la délibération est acceptée. Délibération numéro 2. Adoption du compte financier unique 2025. Il s'agit du bilan de l'exercice N-1. Le compte financier unique présente les résultats de l'exécution budgétaire établie à partir des comptes de la commune tenus par le maire, ordonnateur, et doit être accompagné d'une présentation brève et synthétique de son contenu prévu à l'article L 2313-1 du Code général des collectivités territoriales. Pour l'exercice 2025, l'exécution a été la suivante. Donc, comme au niveau des dépenses de fonctionnement, je vais vous lire un ensemble de caractères et je vous donnerai les crédits ouverts et ce qui a été réalisé en milliers d'euros. Donc, au niveau des dépenses de fonctionnement, charges et caractère général, charges de personnel, atténuation de produits, autres charges de gestion courante, charges financières, charges spécifiques, dotation aux provisions, eh bien, les crédits ouverts étaient de 13,927 millions d'euros, ce qui a été réalisé au cours de l'exercice 25, 11,303 millions d'euros. Recettes de fonctionnement. Atténuation des charges, produits et services, impôts et taxes, fiscalité locale, dotation et participation, autres produits et gestion courante, produits financiers, produits spécifiques. Crédit ouvert, 13,927 millions d'euros, réalisé 12,018 millions d'euros. Au niveau des dépenses d'investissement, emprunt et dette, immobilisation corporelle, subvention d'équipement, immobilisation corporelle, immobilisation en cours, avec dépenses d'ordre, solde d'exécution négatif reporté, pour un total crédit ouvert 6,923 millions d'euros, réalisé 3,607 millions d'euros. Recettes d'investissement, dotation, fonds divers et réserves, subvention d'équipement, emprunt et dette, immobilisation corporelle, immobilisation reçue en affectation, immobilisation en cours, produits de cession d'immobilisation, recettes d'ordre. Les crédits ouverts étaient de 6,923 millions, réalisés 3,274 millions d'euros. Au regard de cette exécution, les résultats 2025 sont les suivants. Section de fonctionnement, recettes de fonctionnement 12,018 millions d'euros, dépenses de fonctionnement 11,303 millions d'euros, résultats de fonctionnement plus 715 000 euros, résultat de fonctionnement reporté 1,711 millions d'euros, le résultat de clôture est de 2,426 millions d'euros. Section d'investissement. Recettes d'investissement 3,274 millions d'euros, dépenses d'investissement 3,607 millions d'euros, résultat d'investissement moins 333 000 euros, résultat d'investissement reporté moins 1,031 millions d'euros, résultat comptable cumulé moins 1,365 millions d'euros, solde des restes à réaliser plus 604 000 euros, besoin de financement de la section d'investissement moins 760 000 euros.
Les réalisations de la commune correspondent aux écritures du service de gestion comptable et restent dans la limite des crédits ouverts. Des questions? On va voter. Qui est contre? Abstention? Pour? Merci à l'unanimité. Délibération. Mettez-vous là, mettez-vous là. Vous prenez le volant? Vous prenez le volant? Oui, vous avez raison. On va remettre. Ah, vous avez moisé, Celle-là, elle est... On peut continuer? Ah oui, Ok. Délibération numéro 3, affectation de résultats 2025. Tenant compte de l'adoption du compte financier unique 2025 et de la constatation de ces résultats, il est nécessaire de procéder à l'affectation du résultat 2025 au budget primitif 2026. Pour mémoire, les résultats constatés sont les suivants. Résultat de clôture cumulé de fonctionnement à affecter 2,426 millions d'euros. Résultat comptable cumulé investissement moins 1,365 millions d'euros. Le besoin de financement de la section d'investissement après prise en compte du solde des restes à réaliser 2025, c'est-à-dire plus 604 000 euros, devient moins 760 000 euros. L'affectation du résultat 2025 proposée, donc la suivante, c'est celle que vous voyez au tableau. Donc les recettes de clôture du compte financier unique 2,426 millions d'euros, plus qui est ce qu'on ponctionne par le besoin d'investissement 760 000 euros, ce qui donne 1,665 millions d'euros. Le besoin réel de financement de la fonction d'investissement est comblé par l'excédent du résultat de fonctionnement à hauteur de 760 000. Le résultat de clôture inchangé qui est à reporter sur 2026 à hauteur de 1,365 millions d'euros. Donc, avez-vous des questions? Je vous propose au vote. Oui, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Délibération numéro 4. Bilan annuel et actualisation des opérations en autorisation de programme AP et crédit de paiement CP existants. Depuis 2023, notre collectivité a acté le principe du recours aux autorisations de programme, crédit de paiement pour les opérations d'investissement revêtant une importance financière particulière. Les APCP relatives aux travaux de la crèche Le Petit Prince s'est terminé à la fin de l'année 2025. Ainsi, à ce jour, 3 APCP sont ouvertes. Numéro 20-23-01, réhabilitation du centre technique municipal et du poste de police municipal. Le numéro 20-24-02, plan de rénovation du patrimoine immobilier municipal. Le numéro 20-24-03, travaux d'enfouissement des travaux et de modernisation de l'éclairage public. Conformément à l'article R2311-9 du Code général des collectivités territoriales, la révision des APCP doit être soumise au vote du conseil municipal lors de l'adoption du budget de l'exercice ou les décisions modificatives. Les modifications des APCP proposées dans le cadre du vote du budget primitif 2026 de la commune de Parampouille concernant la répartition des crédits de paiement annuel et la création de nouvelles APCP. Donc,
je vais vous présenter donc les différents points. Réhabilitation du centre technique municipal et du poste de police municipale APCP 2023-01. Donc l'APCP relative à réhabilitation du centre technique municipal du poste de police municipale n'appelle pas de modification. Dernière modification en date de février 2026. Donc on arrive au sol. Comment ? Plan de rénovation patrimoine immobilier municipal. Il n'y a pas de changement non plus entre ce qui a été réalisé et le prévisionnel. Et il y a une nouvelle version. Comment ? C'est le plateau de mur. Oui. Donc, nouvelle version de la PCP, c'est donc dans la continuité, puisqu'en 2024, il n'y a rien eu. Donc, 2025, ça a suivi son règlement, et le prévisionnel, on le maintient au même niveau, puisqu'on prévoit pour 2026 une réalisation prévisionnelle de 200 000. Travaux d'enfouissement, des travaux et de modernisation de l'éclairage public, APCP 2024-03. Donc, il y a une version antérieure, pareil, qui fait un état des réalisations et du prévisionnel, dont la nouvelle version porte une modification pour 2026, afin de réaliser la fin des travaux concernant la rue Landegrand. C'est bon ? Oui, excusez-moi. Deux nouvelles APCP doivent être ouvertes, donc la numéro 20-25-01, création du service enfance-jeunesse, le 20 et le numéro 20-25-02, restructuration de l'Athénée municipal pour le CCAS. Donc création du service enfance-jeunesse ABCP numéro 20-25-01. Donc on a budgétisé sur 2 ans un équivalent de 350 000 € pour la première année 26 130 et 27 220. Restructuration de l'Athénée municipale APCP numéro 20-25-02. Donc la nouvelle APCP prévisionnelle pour 26 est de 200 000 et celle de 27 340 000 pour un total du budget à 540 000. Donc, le conseil municipal, le code général des collectivités territoriales, si vous me donnez grâce, je vous passe tous les articles, puisque vous y avez accès, et je vous propose de passer aux questions. Pas de questions ? On procède au vote ? C'est juste intéressant de connaître le contenu en fait, des invitations, des créations, quels sont les travaux envisagés. Alors, là, c'est pareil. J'ai pas tous les éléments. Voilà. Ne croyez pas qu'on va arriver. Donc, on va y arriver. Effectivement, le jour où on fera la commission, ça sera la commission avec les plans. Je vous avoue qu'aujourd'hui, moi non plus, je n'ai pas encore tout regardé. Mais effectivement, avant d'exécuter, ça passera en commission. Et on aura finalement en commission les plans. Vous aurez tout, la possibilité de voir tout le programme. Effectivement, puisque là aussi, entre-temps, il y aura peut-être des modifs par rapport à ce qui a été décidé, enfin, ce qui a été étudié. Il y aura peut-être des modifs et effectivement, on les portera ensemble. Mais on ne prendra pas de décision. Les travaux n'ont pas commencé. Hein, on ne fait que voter le budget. Donc, le programme sera présenté en commission. Je t'en prie. D'autres questions ? S'il n'y a pas de questions, on procède au vote. Alors, qui est contre? Abstention? Pour? Merci, l'unanimité. Comment ? Donc, délibération numéro 5, vote du taux d'imposition communaux pour 2026. Comme chaque année, le conseil municipal est appelé à prononcer sur le niveau des taux des impôts locaux constituant son panier de recettes fiscales, à savoir la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés et à l'habitation principale. Pour 2026, il est proposé au conseil municipal de ne pas augmenter la fiscalité locale et donc d'adapter le taux en conséquence.
Ceux-ci s'établiront de la manière suivante. Taxe foncière sur les propriétés bâties 55,63%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 82,05%, taxe d'habitation 28,49%. Cette non-volonté d'augmenter les impôts était encadrée et une volonté de notre programme politique annoncée avant les élections et que nous souhaitons maintenir, puisque nous neutralisons ces hausses d'impôts par la neutralité de la hausse du taux de l'inflation. C'est bon? Des questions? Nous prenons acte de la proposition de stabiliser le taux d'imposition. Derrière la stabilité affichée, il est important de rappeler que la base fiscale évolue chaque année concrètement à ce que cela signifie. Même des hausses de taux des contribuables peuvent voir leur impôt augmenter. Nous nous interrogeons sur plusieurs points. Quelle sera l'évolution réelle du produit fiscal pour la commune en 2026? Comment nos taux se situent par rapport aux autres communes, alors qu'ils apparaissent déjà élevés sur les autres communes, notamment sur le foncier bâti? Et enfin, quelle est la stratégie fiscale à moyen terme pour garantir des services publics de qualité et une pression fiscale maîtrisée? Années les nouveaux investissements. Donc obligatoirement, on n'augmentera pas la pression fiscale. Après, il est effectif qu'à nous de chercher aussi des revenus extérieurs. Vous pouvez me faire confiance au niveau de recherche, d'essayer de recherche financière pour revenir au secours de parents purs, puisque si on est dans cette situation aussi, c'est que effectivement pendant des années, rien n'a été fait pour rechercher aussi des financements extérieurs. Donc là, il y aura des pressions qui seront données, et ça, je ne vais pas tout vous découvrir aujourd'hui, je vous le donnerai au fur et à mesure, et nous sommes à l'étude, effectivement, pour rechercher des financements extérieurs. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, toutes les menaces qu'on a avec cette usine, tout ce qui va nous arriver, il faut qu'on s'arme en ce qui concerne ces projets, de façon à pouvoir se défendre, et surtout à donner l'État, parce que, je vous dis, monsieur le préfet m'avait donné un rendez-vous pour le 18, comme monsieur le préfet s'en va, le rendez-vous s'est annulé. Je pensais pouvoir m'exprimer effectivement sur la pauvreté de notre commune. Quand on est capable d'autoriser une entreprise comme MME qui va arriver avec 110 millions de subventions, il est évident qu'on va montrer à ces gens-là l'état de notre commune et il va falloir quand même qu'on nous aide aussi à relever l'état de notre commune. Donc c'est pas, et je ne veux surtout pas que ce soit les parents puriens qui payent ça. Il faut qu'à tout prix l'État nous aide. Si cette entreprise doit arriver, il faut à tout prix qu'on ait quand même des compensations pour remettre notre commune à l'État. Et je vous garantis, je me battrai jusqu'au bout pour pas qu'on augmente les impôts. Il faut qu'à tout prix, on nous aide à sortir de cette impasse. C'est une impasse pour nous qui est limite aujourd'hui. Hein. Quand je vous ai dit tout à l'heure pour les points de sécurité, pour ceux qui me connaissent, j'ai longtemps travaillé dans les collectivités, c'est indispensable. Il faut qu'aujourd'hui on mette au nombre nos bâtiments. On est devenu très limite. Donc là, effectivement, il va falloir rechercher des moyens financiers extérieurs à nos impôts. Stop pour les impôts. D'autres questions? Tenez juste pour compléter effectivement sur la remarque. Il ne faut pas oublier non plus Samuel Hersec, pardon. Faut pas oublier ce qui s'est passé il y a quelques années, hein, sous la précédente mandature. C'est qu'il y a eu une très forte augmentation des impôts, déjà en 2021 et en 2024, qui a été très important pour les propriétaires, hein, qui a été même brutale. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on s'est engagé très fortement à ne pas augmenter les impôts du taux communal durant la durée du mandat. Mais là, on va même plus loin parce que face à l'augmentation des bases de l'État, on compense cette augmentation en neutralisant, et ce qui donne effectivement, comme l'a dit Jean-Manuel, zéro augmentation d'impôts pour cette année pour les parents puriens. Donc on tient quand même un engagement fort aujourd'hui de notre axe de campagne
Donc voilà, c'est très important. Et voilà, donc sur ça, c'est notre priorité absolue. On souhaite préserver absolument le pouvoir d'achat des personnes. Alors, même si c'est pas énorme, c'est quand même un gain de... Pardon, même si c'est pas énorme, c'est quand même un gain de pouvoir d'achat aujourd'hui. Même si c'est pas, évidemment, 0,8, c'est pas énorme. Mais au moins, déjà, le signal est donné. Il faut continuer dans ce... Alors, évidemment, il va se poser des problèmes, certainement, dans les années qui arrivent. Il va falloir combattre, effectivement, avec ce qu'on a. Jennifer Michalet, je voudrais intervenir, s'il vous plaît. J'ai plusieurs questions justement par rapport à ce que vous venez de dire. Alors la première, lors du débat d'Europe qu'on avait eu, on avait déjà évoqué ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous redire ce que vous estimez comme, entre guillemets, manque à gagner à faire cette bascule, enfin à baisser ce taux de 0,8 ? Qu'est-ce qu'on ne va pas récupérer justement par rapport à ça ? Aujourd'hui, l'économie est de 12 000 euros. C'est pas... 12 000 ? Ouais, c'est pas un truc énorme non plus. D'accord. Du coup, est-ce qu'on pourra avoir par mail, ne serait-ce que par mail, les éléments justement pour pouvoir nous faire le calcul ? Parce que 12 000, ça me paraît très peu en fait. Oui. Et c'est un calcul. C'est bien 12 000 euros. Il n'y a pas de problème. Ouais, Oui, parce qu'évidemment, ça ne se calcule pas à 0,8 du... C'est pour ça. Donc l'idée, c'est... Enfin voilà, on va pas faire des mathématiques ce soir, mais c'est juste la question. Et je voulais savoir aussi si les crises qu'on est en train de traverser là, elles ont été aussi anticipées, notamment sur le coût de l'énergie qui va certainement exploser pour l'année et certainement pour les années à venir. Qu'est-ce qui est anticipé par rapport à ça justement ? On va le traiter après, tout à fait. Et effectivement, hein, on a bien compris qu'on allait prendre un coup sur l'énergie. Alors, en sachant qu'à remplir l'énergie est un poste hyper important, mais là c'est pareil, ça fait 20 ans qu'on n'a rien fait en ce qui concerne les économies d'énergie. Donc aujourd'hui, on a des bâtiments. J'ai été même surpris. Dans les écoles, on climatise l'école avec les fenêtres ouvertes. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans l'archaïsme total de la climatisation, c'est-à-dire que c'est des climatisateurs portables et le tuyau sort par la fenêtre. Donc effectivement, pour les enfants, c'est pas confortable, mais par contre, pour la commune, c'est un coût, c'est le double, quoi. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on refroidit, on chauffe, enfin bon, on est complètement à l'envers. Et là, aujourd'hui, c'est 600 000 euros, si je ne me trompe pas. 600 000 euros quand même de charge, en ce qui concerne la consommation électrique et gaz. Donc, et en plus, les chaudières sont archaïques, tout est archaïque, c'est vraiment... Donc là, avant de faire quoi que ce soit, ça c'est la priorité. Donc il y a des écoles, me dit-on, ça fait 30 ans qu'on n'a rien fait, donc il va falloir quand même qu'on y mette les moyens pour rénover tout ça. C'est la priorité. Moi je vous le dis honnêtement, aujourd'hui, de ce que j'ai visité, c'est la priorité de le remettre en état. Donc effectivement, il va falloir chercher. Alors, on ira chercher, il y a quand même des élus chez nous qui sont spécialistes, qui vont regarder un petit peu comment on peut aller chercher les moyens, les subventions, et ainsi de suite. Donc aussi, c'est des dossiers compliqués, ça ne va pas se faire demain, il va falloir qu'on y travaille dessus. Mais il faut se donner un objectif à 3 ans pour essayer déjà au moins que les bâtiments, on ait prévu le budget et qu'on puisse commencer les travaux. Monsieur Manuel. On peut procéder au vote. Monsieur Manuel. Bon, oui, je vous en prie. Qui est contre? Non, pardon, j'oublie. Qui est contre? Abstention? Pour? Merci. Unanimité, excusez-moi. Donc nous passons à la délibération numéro 6, demande de subvention annuelle. La ville de Port-en-Pire est soucieuse de soutenir au mieux les associations de la commune, véritable actrice de la cohésion sociale. La collectivité a ainsi pour objectif d'offrir aux associations de bonnes conditions pour développer leurs projets, quel que soit le domaine d'activité. Pour être recevables, les associations avaient jusqu'au 31 décembre 2025 pour déposer leur dossier de demande de subvention auprès des services de la mairie. Donc, je ne vais pas vous énumérer toutes les associations et leurs objets affectés. Donc, le volume global pour 2026 est de l'ordre de 31 000 euros. Pour rappel, en 2025, c'était 29 000 euros. Des questions? S'il vous plaît, merci d'huissier.
Combien on a d'associations à part Parce que là, ça me paraît peu, donc je suppose qu'elles n'ont peut-être pas toutes demandé leur subvention. Et comment on calcule une subvention? On voit des assos qui ont à peu près le même objectif, mais avec vraiment une subvention complètement doublée. Alors là, vous l'avez sous les yeux, il y en a 32 là. Elles ne sont pas toutes là, on est d'accord. Oui, non. C'est celle qui a demandé des subventions. Hein. Enfin, s'il ne faut pas de demande, ça on ne peut pas répondre. Mais là, c'est aujourd'hui, les demandes de subvention, il y en a 32. Donc effectivement, le budget de 31 000 €, évidemment, c'est, comme je le dis toujours, c'est le budget un peu de la misère. Et tout ça, nous, on hérite de cette situation dont les gens ont fait des demandes. Après, évidemment, dans le temps, on va inscrire un projet pour les associations et on verra un petit peu comment ça évolue après. Aujourd'hui, effectivement, il faut leur demander par rapport à certaines règles qui existent. Par exemple, pour le sport, je sais que c'est fixé au nombre de licenciés, il faut qu'il soit... Il y a une différence entre les parents puriers et les non-parents puriers, ainsi de suite. Bon, il y a un système qui est en place, qui est archaïque, que moi je ne tiens pas à conserver parce que je trouve que c'est pas comme ça qu'on fait évoluer les associations. Ce qu'on va demander aux associations, c'est de donner des conventions d'objectifs, effectivement par rapport à leur programme, par rapport à leurs objectifs, et à partir de là, on devra donner des subventions par rapport effectivement à un budget prévisionnel. Aujourd'hui, je pense qu'on a peut-être des budgets prévisionnels, mais il n'y a aucun rapport avec la demande de subvention et le budget. Ça, il va falloir qu'on rentre un peu plus dans le détail, et surtout conditionner à ce que les associations rendent service à la ville de Parampure et aux Parampuriers. Voilà. Alors moi j'y tiens parce que c'est une armée de bénévoles, il faut aussi les remercier. Ce que j'ai vu ce week-end, il y en a certains qui évoluent dans des conditions catastrophiques. Quand on voit le vestiaire par exemple où les équipes sont reçues, même moi j'ai pas connu ça dans le sport, aussi délabré quoi. Donc tout ça, ça fait partie aussi des choses qu'il faut un peu remettre au goût du jour, aider ces associations. D'ailleurs, le petit bruit qu'on a entendu hier soir et les contestations qu'il y a eu des voisins, ben voilà, ils ont été obligés de faire l'apéro dehors. On a oublié de structurer, de donner le clubhouse, ainsi de suite. Résultat, la musique, les voisins, enfin bon voilà. Tout ça, ça va être revu, on va remettre tout ça en place, tout à plat, ne vous inquiétez pas. On va les recevoir, on fera un forum là-dessus. Et puis, d'essayer de faire évoluer nos sections, aussi bien culturelles que sportives, dans de bonnes conditions. D'autres questions? Donc aujourd'hui, le calcul qui est fait, c'est uniquement, bon, c'est l'ancienne version, on va dire, mais c'est en fonction du nombre d'adhérents uniquement. Non, pas que. Pas que. Aujourd'hui, ça correspond, sauf pour certaines qui sont sportives, mais c'est quand même une demande des sections sportives, ou des sections, ou des associations. Il y a deux systèmes en fin de compte, il y en a qui sont en licence et d'autres qui sont avec leur projet. Donc on a une véritable question à se poser sur le fonctionnement. Mais ça, là aussi, monsieur le directeur ce matin nous a présenté une reorganisation des services entre les services techniques et les services du milieu associatif. Effectivement, on va aller vers une spécialisation pour les associations. Donc on va avoir un service carrément dévoué aux associations en ce qui concerne leur organisation, en ce qui concerne leur intervention. Ça se réorganise. Ce matin, ça m'a été présenté, j'ai trouvé très intéressant. Ça va faire progresser pour l'organisation de toutes les associations. D'autres questions? Nous pouvons procéder au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie de l'unanimité. Donc nous continuons avec la délibération numéro 7, l'adoption du budget 2026. Le projet du budget primitif 2026 s'équilibre globalement avec les restes à réaliser 2026 en dépenses et en recettes à hauteur de 19,795 millions d'euros. Non, les éléments ont été rectifiés. Voilà, il y a eu un message. Donc, 19,795 millions d'euros se répartissent 13,383 millions d'euros en fonctionnement, 6,411 millions d'euros en investissement. Il comporte, conformément à la délibération DEL 2026-1
044, l'affectation de résultats 2025 ainsi que les restes à réaliser de l'exercice clos et les crédits d'investissement ouverts par anticipation. Délibération numéro DEL 2025-074 et DEL 2026-010. La commune de Parampure excédant les 3500 habitants, la maquette budgétaire est organisée selon la double présentation requise, à savoir par nature et par fonction comptable. Par ailleurs, conformément à l'article L2313-1 du Code général des collectivités territoriales, une présentation brève et synthétique accompagne la maquette budgétaire. Donc, je ferai exactement la même chose comme précédemment. Charge pour les dépenses de fonctionnement, charge à caractère général, charge de personnel, atténuation de produits, autres charges de gestion courante, charges financières, charges spécifiques, dotation, provision et dépenses d'ordre. On arrive pour les crédits proposés à 13,383 millions d'euros. Les recettes de fonctionnement, atténuation des charges, produits, des services, impôts et taxes, fiscalité locale, dotation et participation, autres produits de gestion courante, produits financiers, produits spécifiques, recettes d'ordre, résultats de fonctionnement reportés, ce qui fait un total à l'équilibre de 13,383 millions d'euros. Les sections d'investissement. Donc dépenses d'investissement, emprunts et dettes, immobilisation corporelle, subvention d'équipement, immobilisation corporelle, immobilisation en cours, dépenses d'ordre, solde d'exécution négatif reporté. On arrive à 6,411 millions d'euros. Les recettes d'investissement, dotation fonds divers et réserves, subvention d'équipement, emprunt et dettes, immobilisation corporelle, immobilisation reçue, en affectation, immobilisation en cours, produits de cession, d'immobilisation, recettes d'ordre, ce qui fait un total 6,411 millions d'euros qui est à l'équilibre. Des questions? Nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 8, fongibilité des crédits budgétaires 2026. Donc, en application de la nomenclature comptable M57, le conseil municipal peut déléguer à l'exécution la possibilité de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections, à l'exclusion des dépenses de personnel qui est au chapitre 12. La faculté de procéder à des virements de crédit entre chapitres étant accordée pour l'exercice en cours uniquement, il importe donc de renouveler cette autorisation pour le budget primitif 2026. Des questions? Nous pouvons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Allez-y, combien? Ok. Qui est pour? Merci. Je te laisse continuer, Henri. C'est Meillersec, je vais présenter la prochaine délibération, la commission communale des impôts directs, dans lequel on doit établir la liste. Donc, conformément au 1 de l'article 1650 du Code général des impôts, la ville de Parampure doit installer une commission communale des impôts directs. Cette commission a pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d'évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d'habitation recensés par l'administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d'évaluation, secteur, tarif au coefficient de localisation. Cette commission doit être composée de 9 membres, le maire ou l'adjoint délégué qui en assume la présidence et 8 commissaires. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal, donc en principe 6 ans. La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional ou départemental des finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l'installation de l'organe délibérant
de la commune. Elle est réalisée à partir d'une liste de contribuables en nombre double proposée sur délibération du conseil municipal. Donc c'est l'objet de cette délibération. Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, âgés de 18 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Il n'est désormais plus obligatoire de proposer des commissaires propriétaires de bois ou domiciliés hors de la commune. Donc aujourd'hui, à ce jour, on a une liste de 23 personnes que je vais dire les noms. On peut monter jusqu'à 32 personnes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est éventuellement dans l'assistance, dans le public ce soir, si jamais il y a des volontaires pour participer à cette commission communale des impôts directs, on est preneur de noms pour compléter cette liste. Donc la liste des 23 personnes que j'ai recensées à ce jour en faisant appel à l'ensemble des élus du conseil municipal. Donc j'ai Véronique Béchade, Philippe Hubert, David Enzi, Aurélien Larjas, Benjamin Torsu, Sylvain Devaux, Alain Nouvion, Audrey Lastouya, Bernadette Bonny, Noureddin Akbal, Jean-Emmanuel Pereira, Jean-Marc Fartois, Jean-Marc Furlan, Julie Roland, Christophe Dupré, Jérôme Mial, Rudy Lévesque, Noël Cheminant, Thierry Guérin, Jennifer Michalak, Frédéric Bernard, David Robert et Annie Ponce. Voilà, donc on a une liste de 23 membres. Est-ce que éventuellement dans la salle, on peut aller jusqu'à 32 membres? Y aurait-il des volontaires qui se proposent pour participer à cette commission communale des impôts directs? On va prendre, je vais prendre les noms. Si vous pouvez vous lever, puis on va... Alors, on a Jacques Sibrac, c'est ça? C'est ça. Monsieur Jacques Sibrac. Jacques Sibrac. Et Patrick Lesmith. D'autres personnes? Donc après, comme je vous l'ai exposé, hein, c'est pas nous qui choisissons qui siégera. Hein. Nous, on propose une liste. Et derrière, ça sera le directeur régional ou départemental qui choisira parmi cette liste de qui siégera. C'est 4, non, c'est jusqu'à 8 membres. Voilà. Donc, Okay, on verra bien qui sera choisi par le directeur régional ou départemental. Voilà, donc on peut procéder au vote. Oui, pardon. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Alors, délibération suivante qui concerne une autre commission, la commission consultative des services publics locaux. Création et désignation des membres. Donc sur cette création, dans les communes de plus de 10 000 habitants, une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de services publics ou exploités en régie dotés de l'autonomie financière. Nous, à Parent-Cuire, on a une seule DSP. Ça concerne actuellement la crèche, le Petit Prince. Donc, à ce jour, c'est essentiellement pour ça que cette commission se réunit. Peut-être qu'on en aura d'autres durant le mandat, mais en tout cas, la seule DSP qu'on a à ce jour dans la commune, c'est la crèche Le Petit Prince. Cette commission a pour objet de faciliter la participation des habitants et des usagers à la vie des services publics locaux. Je vous passe du coup sur le fonctionnement. Voilà, je vous propose de passer directement à la composition de cette commission. Elle comprend des membres de l'organe délibérant et des représentants d'associations locales nommés par l'organe délibérant. Donc je vais vous citer les personnes qui se sont proposées. Donc on a, en fait il est proposé, donc elle est composée de 11 membres.
il y a le maire ou son représentant, 5 représentants de la ville de Parampure. Alors pour les 5 représentants côté élu, on a 3 personnes de la majorité. En titulaire, Stéphane Pijat, Philippe Hubert, David Enzi. En suppléant, Marjorie Hubert, Jean-Jacques Régade, Bernadette Bonny. Et on a 2 places également pour l'opposition. Donc une pour l'opposition qui est en la personne de Ludovic Coutan avec sa suppléante Estelle Bloch. Et l'autre opposition, Frédéric Roumazeille en titulaire et en suppléant Catherine Durand. Voilà. Donc la délibération est soumise au vote. Les associations. Ah oui, pardon. Et donc côté association, on n'a pas réussi à trouver 5 membres. On a 3 membres que je vais citer. Donc on a côté association, on a 2 personnes issues de la RPEP, donc l'association de parents d'élèves, en la personne de Roxane Trigot et Agnès Jalabert. Voilà, donc qui ont accepté de siéger à cette commission. Et on a également Madame Vidal, qui est responsable de l'AESCOPA. C'est une association qui met en œuvre l'aide aux devoirs sur la commune. Voilà, donc ces 3 personnes ont accepté de représenter les associations locales à cette commission qui gère essentiellement le contrat de DSP de la crèche Le Petit Prince. Voilà. Donc la délibération est mise au vote. S'il n'y a pas de questions. Qui est contre? Abstention? Pour? Unanimité, merci. La commission, je la fasse. Je l'ai sur les commissions. Non, on n'a pas les mains. Comment? Vous avez les mains sur les commissions? Oui. Je continue donc sur la prochaine délibération sur les commissions municipales. C'est vrai qu'on avait eu un conseil déjà le 7 avril avec tout un tas de nominations, mais ça continue avec ce conseil. Après, ça devrait se calmer sur les différentes nominations. Ah, il faut le faire. Voilà. Donc, commission municipale. Donc, il appartient au conseil municipal de former les commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil. La présidence est assurée de droit par le maire et chaque commission pourra, lors de sa première réunion, désigner un vice-président. Monsieur le maire propose au conseil municipal de créer 5 commissions municipales, sachant que c'est facultatif, il n'y a aucune obligation de créer ces commissions. Donc les 5 commissions municipales qu'on vous propose. Oui, mais c'est là justement où on va pouvoir faire des échanges. Moi j'y tiens, ça n'existait pas avant, mais toutes les commissions, il faut qu'elles existent. C'est là qu'on va prendre les futures décisions pour Parampure. Donc on a une première commission qui est administration, finances, ressources humaines. Chaque commission est composée de 9 membres du conseil municipal désigné et ça doit respecter effectivement le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc, je vais vous lister du coup les personnes dans chaque commission. Il y a à chaque fois 7 élus de la majorité et 2 élus pour l'opposition, sachant qu'on fait preuve d'ouverture également par rapport à ce qui existait précédemment. C'est-à-dire qu'on autorise à l'opposition de désigner un suppléant. Voilà. Pour ce qui permet du coup, étant donné qu'ils sont moins nombreux, d'avoir toujours une représentation au sein de ces commissions. Donc c'est un gage quand même, je pense, d'ouverture par rapport à ce que toutes les villes ne le font pas et ça n'existait pas auparavant sur Parampure. Donc voilà, chaque opposition a la possibilité de désigner un suppléant. Voilà. Donc sur la première commission de l'administration, finances, ressources humaines,
Les 9 élus sont Jean-Manuel Pereira, Nicole Lalanne, moi-même, Aurélien Larjas, Julie Moisset, Johanna Klusbach, Stéphane Pija. Au niveau de l'opposition, donc on a un titulaire qui est Julien Albizer Franga et suppléant Jennifer Michalak. Et pour l'autre opposition, donc Loïc Rosier du Plantier et en suppléant Catherine Durand. Deuxième commission, environnement, transition énergétique, urbanisme, bâtiments municipaux, aménagement du territoire, mobilité de déplacement. Beaucoup de sujets. Les 9 membres sont Noureddin Akbal, Bruno Masterena, Nicole Lalanne, Véronique Béchade, Marie-Josée Durand, Jean-Jacques Régade, Stéphane Pija. Estelle Bloch en titulaire, suppléant Béatrice Lucier, Catherine Durand en titulaire et en suppléant Loïc Rosier du Plantier. Troisième commission, vie associative, vie locale, culture, sport. Donc au niveau des membres, on a Bruno Masterena, Jean-Jacques Régade, Véronique Béchade, Michael Mignon, Clara Faure, Audrey Lastouya, David Enzi, Ludovic Coutan en titulaire et en suppléant Julien Albizer Frenga, Catherine Durand en titulaire et en suppléant Frédéric Roumazeille. Quatrième commission, petite enfance, enfance, jeunesse, avec Nicole Lalanne, Véronique Béchade, Clara Faure, Michael Mignon, Sébastien Quin, Julie Moisset, Christelle Barret. En titulaire, Béatrice Lucier, en suppléant Estelle Bloch, en titulaire Frédéric Roumazeille et en suppléant Catherine Durand. Et enfin, la dernière commission qui s'intitule Démocratie participative, concertation, sécurité et tranquillité publique, avec Jean-Jacques Régade, Marie-Josée Durand, Philippe Hubert, Noureddin Akbal, Bernadette Bonny, Michael Mignon, Véronique Béchade, Jennifer Michalak en titulaire, Ludovic Coutan en suppléant, Loïc Rosier du Plantier en titulaire et Frédéric Roumazeille en suppléant. Voilà. S'il y a une question. J'ai une question, Catherine Durand. Vous pouvez me redonner la liste qui est composée par la majorité, vie locale, culture, sport, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien entendu. Merci. Vie associative. Ouais. Ah oui, non, il y a eu... oui, c'est pas la dernière liste. Ouais. Effectivement, il y a eu... oui, c'est pas la dernière liste que j'ai sous les yeux. Je redis, du coup, avec les bons membres. Et effectivement, en fait, Jean-Jacques Régade, c'est une erreur, c'est Marie-Josée Durand, qui sera membre de cette commission vie associative, vie locale, culture, sport. Donc, les 9 membres sont Bruno Masterena, Marie-Josée Durand, Véronique Béchade, Michael Mignon, Clara Faure, Audrey Lastouya et David Enzi. Titulaire, Ludovic Coutan en suppléant, Julien Albizer Frenga et Catherine Durand en titulaire et suppléant Frédéric Roumazeille. Voilà. Merci d'avoir relevé effectivement cette petite erreur. On met au vote. Qui est pour? Pardon, qui est contre? Excusez-moi. Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Bien. Alors, désignation du référent déontologue des élus. L'article 218 de la loi numéro 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et pourtant diverses mesures de simplification dites 3DS a ouvert la possibilité à tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile
et de respect des principes déontologiques consacrés à la charte de l'élu local, article L. 1111-1-1 du CGCT. Alors, ce référent déontologue a pour mission d'apporter à l'élu, qui le sollicite, tout conseil utile sur les questions relatives aux obligations et principes déontologiques mentionnés dans la charte de l'élu local. Il a donc vocation à assister les élus sur l'ensemble des questionnements, prévention des conflits d'intérêts, déclaration d'intérêts, obligations déontologiques, impartialité, dignité et neutralité, à travers des conseils et des expertises. Choisi en raison de son expérience et dans ses compétences, le référent déontologue doit être désigné par organe délibérant de la collectivité territoriale auprès de laquelle il exerce ses missions. Il doit être choisi en raison de son expérience, de ses compétences, et doit être extérieur à la collectivité et au sein de laquelle il est désigné. Il ne doit ni exercer un mandat actuel ou passer depuis au moins 3 ans, ni en être agent, ni ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêts avec la collectivité. Il doit exercer ses missions en toute indépendance et par impartialité. Il est tenu au secret professionnel, à la discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a la connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La délibération portant désignation du référent déontologue doit préciser la durée de l'exercice de ses fonctions, les moyens matériels mis à disposition, les modalités de saisine et de l'examen de la question posée, ainsi que les conditions dans lesquelles les avis seront rendus. L'Association des maires de France, AMG, à laquelle la ville de Parampilly adhère, a conseillé à la ville de faire appel à M. Desforges Nicolas. Après sollicitation, M. Desforges Nicolas, administrateur général des finances publiques, honoraire, a donné son accord de principe pour l'exercice de cette mission au profit des élus de Parampilly. Nous allons passer au vote. Questions. S'il y a des questions. Alors, pour certains de nous, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je pense qu'on avait une réunion qui a été très utile. Honnêtement, c'est quand même utile en tant qu'élu. Cette réunion apporte beaucoup pour les élus. Oui, on essaie, oui, je vous en prie. Cette question, je me souviens plus du nom, parce qu'il y en avait un qui avait été nommé. C'est la même personne Non, chaque fois, non, c'est pas la même personne. Chaque fois, il faut toujours quelqu'un d'indépendant. Okay. On le rencontrera. Ah ouais, si on va essayer de monter l'opération, d'avoir une réunion ici, comme on l'avait fait la dernière fois. D'accord. Ouais. C'est intéressant. Merci. Donc on met au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour l'unanimité, je vous remercie. Ah oui, on me fait part qu'il y a un document qui a été distribué à chacun sur les conflits d'intérêts. C'est sur la table. C'est sur la table, ok. Voilà. Ça fait partie. Bien, nous passons à la délibération 13. Agence technique départementale, Gironde de ressources, désignation des représentants pour la ville de Parampilly. La ville de Parampilly est adhérente à Gironde de ressources, agence du département de la Gironde qui a pour vocation de répondre aux besoins et aux attentes des collectivités. Que ce soit dans la gestion au quotidien ou à l'émergence de projets, dans la conception et la concrétisation, l'agence joue un rôle de facilitateur. Outils d'ingénierie, nouvelle génération, Gironde de ressources accompagne à ce jour plus de 490 collectivités girondines. Elle répond à leurs questionnements, ouvre des pistes et en dialogue leurs projets. Comme suite aux élections municipales, l'article 5 des statuts de Gironde de ressources prévoit la nécessité de renommer les représentants de la ville pour participer à l'Assemblée générale annuelle. Il convient de désigner le maire ou son représentant en tant que titulaire et un suppléant. Donc il est proposé M.
Légaré-Henri, maire en qualité titulaire, et M. Hersec Samuel, premier adjoint au maire et en qualité de suppléant. Pas de questions? Juste une petite précision, monsieur le maire, sur cette agence, juste pour vous préciser que vous connaissez l'état de notre département, l'état financier du département, qui en fait se recentre aujourd'hui sur ses missions principales. Donc en fait, concernant cette agence, il n'y aura qu'une seule réunion programmée dans l'année, uniquement pour clôturer cette agence. Donc elle n'a pas du tout vocation à perdurer. Donc là on nomme effectivement des représentants, mais c'est uniquement pour la seule réunion qu'il y aura pour décider et acter la clôture de cette agence départementale. Voilà. Nous mettons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Je passe la parole. Oui. Bien. Donc prochain sujet, donc la présentation du rapport social unique 2024. Donc effectivement, ça arrive maintenant parce que le précédent comité social territorial devait y en avoir un qui aurait dû avoir lieu en fait avant les élections municipales en février, qui n'a pas pu se tenir faute du quorum. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on le présente. Il y a eu un comité social territorial qui s'est réuni la semaine dernière, le 21 avril. Dans lequel on a pu passer tous les sujets concernant les ressources humaines. On a eu l'occasion du coup effectivement de rencontrer les partenaires, les représentants du personnel, en l'occurrence une, parce que lors de ce CST, les autres ne sont pas venus. C'était un peu dommage. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on présente ce rapport social unique pour l'année 2024. Celui de l'année 2025 sera fait en temps voulu. C'est beaucoup de travail pour les services et je tiens effectivement à remercier la responsable des ressources humaines, Madame Laura Ronco, voilà, pour ce travail qui a pu être fait sur ce rapport social unique. Donc, introduit par la loi de transformation de la fonction publique, le rapport social unique constitue désormais le document de référence annuel relatif à la gestion des ressources humaines. Il retrace les principales données RH et précise les données sociales de la commune de Parencuire. La synthèse jointe à la présente délibération est issue de l'extraction des données 2024 transmises au centre de gestion de la Gironde. Ce document indique notamment les moyens budgétaires et en personnel et rassemble les données sociales de l'année 2024. Il permet d'appréhender les caractéristiques des emplois et la situation des agents de la commune, la situation comparée des femmes et des hommes et intègre également une partie sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, de mesurer l'évolution de l'ensemble des données RH, nombre d'agents, statut, temps de travail, pyramide des âges, absentéisme. Ce qu'on vous propose là en séance, c'est de faire une petite synthèse de ce rapport social unique. Donc, il y a quand même des chiffres intéressants. On a, en termes d'effectifs, au niveau des effectifs, donc on parle bien pour l'année 2024, on est sur 179 agents employés par la collectivité, avec 98 fonctionnaires, 75 contractuels permanents et 6 contractuels non permanents. La répartition des agents par catégorie, on voit que notre grosse masse, il est essentiellement composé d'agents de catégorie C, avec 86%, 10% d'agents de catégorie B et 4% d'agents catégorie A. Bon, après ça reflète essentiellement ce qui existe aussi dans les autres collectivités des autres mairies à l'échelle communale. La grosse masse, c'est effectivement d'agents catégorie C. Au niveau du temps de travail des agents permanents, la répartition des agents à temps complet ou non complet pour les fonctionnaires, donc ils sont tous à 100%, et
pour les contractuels, 73% sont à temps complet et 27% sont à temps non complet. Sur la pyramide des âges, on est en moyenne sur des agents qui ont 43 ans. Sur les charges du personnel, ça représente pour la commune un peu plus de 60%. Voilà, ce qui est pas rien. Donc 60% de notre budget aujourd'hui est consacré aux dépenses, aux charges de personnel. En termes d'absence, on est en moyenne sur 34,4 jours d'absence pour tout motif médical en 2024 et en moyenne 4,2 jours d'absence pour tout motif médical par agent contractuel permanent. Bon, là, on est aussi sur un taux d'absentéisme relativement élevé pour la collectivité, donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on s'attelle éventuellement sur les causes pour travailler sur ça. Et en termes d'accidents du travail, on est à 3 accidents du travail déclarés en 2024. On est sur un chiffre tout à fait raisonnable. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à la présentation de ce rapport social unique. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, modification du tableau des effectifs communaux. Donc suite aux avancements de grade, à la promotion interne de l'année 2025, la mutualisation d'agents du service espace vert propreté de la ville, il est proposé de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs. Donc ce qu'on propose sur la fermeture, donc 2 postes d'attaché principal, un poste d'adjoint administratif principal de première classe, un poste de rédacteur principal première classe, un poste d'adjoint d'animation, un poste d'adjoint d'animation principal deuxième classe, un poste d'adjoint technique principal première classe, 3 postes d'adjoint technique principal deuxième classe et 5 postes d'adjoint technique. Voilà, donc c'est des postes qui sont plus pourvus aujourd'hui ou non pourvus jusqu'à présent, et donc ça ne sert à rien de laisser l'ouverture de ces postes. Et la plupart de ces postes étaient liés essentiellement suite à la mutualisation qui a été faite, donc qui a libéré du coup ces postes. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet. Madame la Directrice, j'ai une question. Étant donné que je ne fais pas partie du comité social territorial, comment on fait pour avoir un compte rendu ou quelque chose pour savoir ce qui a été vu, dit? Alors, déjà, à l'issue de chaque comité social territorial, il y aura un compte rendu qui est fait. Ensuite, là, on vient d'instaurer ce soir la commission municipale, notamment RH, Finance. Et donc, l'objet de cette commission, ça sera notamment d'aborder les points qui ont été traités en CST. Voilà. Donc, on abordera l'essentiel de ces points en commission municipale. Mais ensuite, il y a effectivement un compte rendu qui est fait à l'issue de chaque CST. Alors là, suite au dernier, il n'a pas été encore fait, hein, mais voilà. Voilà, effectivement, dans la prochaine délibération, le CST du 31 avril est évoqué à peu près jusqu'à la 2019, je crois. Donc, effectivement, c'est pas tout ce qui a été échangé. Juste cette remarque-là, mais c'est après ce qu'on va faire. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, fixation du nombre de représentants du personnel au comité social territorial et décision du recueil de l'avis des représentants des collectivités et établissements, désignation des représentants de la collectivité suppléante. Ça, c'est une délibération qu'on avait déjà traitée lors du conseil du 7 avril dernier. Donc, je ne vais pas vous refaire l'utilité de cette commission, c'est simplement qu'on avait omis de désigner des suppléants à cette commission. Donc en fait, on vous propose par cette délibération de désigner 5 suppléants en les personnes donc de Noureddin Akbal, Julie Moissé,
Guy Pellery, Bernadette Bonny et Véronique Béchal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Juste par rapport aux suppléments qui sont ajoutés et par rapport à ce qu'on vient de dire là, sur la prévention des conflits d'intérêts, on voulait juste s'assurer, étant donné qu'on sait qu'il y a une personne qui est proposée, qui a aussi un lien parental avec une personne qui est agent de la commune, s'il n'y a aucun conflit d'intérêts et que, ou en tout cas qu'il a été déclaré, s'il vous plaît. Là, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas, ça, il faut poser la question. Ah, pour moi, c'est pas. Est-ce que ça représente un conflit d'intérêts? Attention, oui, est-ce qu'on précise, on ne traite pas des situations individuelles. Donc après, voilà. Et puis de toute façon, sur l'enseignant, effectivement, le déontologue, ça sert à ça. Le déontologue, on a vu de toute façon, c'est pour le référent déontologue ne peut être saisi par un élu que pour sa propre situation. En tous les cas, pour la contrôle-papier, enfin, c'est juste une question qu'on se pose. C'est surtout qu'on voudrait voter. Il serait peut-être judicieux de voter en ayant une certitude plutôt que de voter sur revenir dessus. Après, on sait pas. Alors, il faut qu'on vote d'une manière ou d'une autre, il faut voter. Après, par revenir dessus, c'est après on décidera. Mais là, il faut qu'on vote aujourd'hui parce que sinon, si on commence à supprimer les votes, ça sort. Oui, on a un problème de délai aussi. Donc après, de toute façon, c'est enregistré, la remarque, ne vous inquiétez pas, donc on va la traiter et on vous donnera une réponse, effectivement. Si jamais il y a un conflit, bien, s'il y a un conflit d'intérêt, ce que tu es là, il ne s'y aura pas. Non, mais de toute façon, il n'y a aucun conflit d'intérêt, étant donné qu'on ne traite pas de situation individuelle dans cette instance. Après, peut-être que Noureddine peut compléter s'il souhaite, hein, mais parce que... Bonsoir. Je pense que la personne que vous parlez, c'est moi. Voilà. Et si ça peut vous faire plaisir, je me retire. Alors, il faut simplement qu'on... Oui, alors, oui, mais aussi, le principe, si ça concernait le rapport familial, il peut y avoir un dépôt, c'est-à-dire qu'il ne vote pas. Ouais. Donc tout ça peut s'arranger. Après, on vérifie. Laissez-nous vérifier, mais il faut voter. Hein, sinon, si on commence à suspendre des décisions, on ne va pas s'en sortir. Hein? On vous répondra, De toute façon, aujourd'hui, les conseils municipaux sont enregistrés, donc on ne peut pas se louper. Quoi. Merci. Et filmé. Donc on met au vote. Donc oui. Oui, excusez-moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération suivante, le plan de formation de la collectivité de Parent-Puire pour l'année 2026. La formation accompagne les changements propres à la collectivité, évolution des besoins de la population, des missions des services, des organisations, des outils, dans une logique d'adaptation régulière, d'anticipation des mobilités internes et externes, et donc d'accompagnement des parcours professionnels. Le droit à la formation tout au long de la vie professionnelle est consacré par la loi dans la fonction publique. Le plan de formation retranscrit donc la politique de formation définie par la collectivité pour une période donnée. Il consiste à identifier les besoins en formation de la collectivité et des agents. Toutes les collectivités territoriales doivent se doter d'un plan de formation afin de permettre à leurs agents de bénéficier du droit à la formation. Le plan de formation doit permettre d'anticiper le développement de la structure, d'améliorer la compétence et l'efficacité du personnel. Il appartient à l'organe délibérant, conformément aux dispositions légales énoncées, de déterminer le plan de formation. Donc, vous avez eu le plan de formation en annexe. Il faut savoir que sur ce plan de formation, c'est chaque agent, en fait, lors de leur entretien professionnel chaque année, qui est fait généralement en fin d'année, émise un certain nombre de désirs. Et donc, ce plan de formation retranscrit les besoins et les désirs de chaque agent. Après, effectivement, l'organisme de formation essentiel pour nous, notre collectivité pour laquelle on cotise, c'est le CNFPT.
dont on sait qu'il a de moins en moins de moyens aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'entre les demandes de nos agents et le réalisé, il peut y avoir un delta, mais ça malheureusement la ville de Parampure n'est pas tributaire de ça. Donc voilà, en tout cas un bilan, on essaiera de faire un bilan chaque année entre les demandes et le réalisé de chaque année. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Prochaine délibération, donc mise en place de l'indemnité de maniement de fonds. Compte tenu d'une évolution de la réglementation, l'indemnité de maniement de fonds régie par le décret du 22 décembre 2022 est désormais cumulable avec le RICEP. Ainsi, les collectivités territoriales peuvent octroyer à un agent qui en remplit les conditions l'indemnité de maniement de fonds sans que cette dernière soit intégrée dans l'indemnité de fonction, de suggestion et expertise. Il est proposé au Conseil municipal d'abroger l'article 2 IFCE régie de la délibération du 2 décembre 2025 et de prendre une délibération pour instaurer l'indemnité de maniement de fonds par un dispositif distinct de l'IFCE qui sera cumulable avec le RICEP en indiquant les bénéficiaires, les montants et les conditions d'attribution. Alors c'est un peu technique, en fait c'est un nouveau texte de loi du 2 décembre 2025 qui oblige à formaliser les choses, donc c'est la raison pour laquelle on prend cette délibération. Vous avez le détail dans la délibération avec les différents montants. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en termes de bénéficiaires de cette indemnité, ce sont les fonctionnaires titulaires, stagiaires à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel en fonction de la collectivité, exerçant les missions permettant le versement de cette prime. Au sein de la ville de Parampure, c'est maximum 2 agents, si je ne me trompe pas, voilà, qui peuvent être... qui exercent en régie et donc qui peuvent bénéficier de cette indemnité de maniement de fonds. Voilà, donc c'est juste une délibération pour cadrer les choses formellement par rapport à un texte légal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On met au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Prochaine délibération, avant-dernière. Non, avant-avant-dernière. Donc, instauration d'un régime d'astreinte. Oui. Délibération importante, dans lequel un gros travail a été fait par les services. Et voilà, donc une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la collectivité. Si l'agent doit effectivement intervenir, l'intervention sera considérée comme du temps de travail effectif, ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement aller-retour sur le lieu de travail. Cette période pendant laquelle l'agent est soumis à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité doit être indemnisée au moyen de l'indemnité d'astreinte ou à défaut donner lieu à un repos compensateur sous certaines conditions. La mise en place d'un tel dispositif, susceptible de majorer les risques professionnels et les atteintes à la santé, justifie un encadrement spécifique. Il appartient à l'organe délibérant, conformément aux dispositions réglementaires énoncées ci-dessus, de déterminer par délibération les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation ainsi que la liste des emplois concernés. Alors pour vous faire un résumé, on donne en fait un cadre réglementaire et fonctionnel sur un dispositif qui existe déjà. Dans la ville de Parampure, les astreintes de certaines personnes existaient déjà, simplement là on cadre les choses pour amplifier voilà, et surtout sécuriser ce dispositif
Donc c'est essentiellement d'accord. les agents qui est concerné, hein, essentiellement les agents de service technique, la police municipale et ça peut être également les agents d'entretien. Donc par exemple, le dernier cas précis en date, c'était pendant la tempête Pedro, qu'il y avait eu, non il y avait une tempête, enfin en cas de tempête, bon ben voilà, certains agents peuvent être d'astreinte. Voilà, donc l'objet de cette délibération, de toute façon... Et puis, ça sera aussi une astreinte qui sera utile pour les élus. Parce que nous, les élus, on n'est pas des techniciens non plus. Hein. Donc, quand il y a des problèmes, on appellera effectivement la personne technicienne de l'atelier pour répondre. Parce que des fois, ça nous arrive en tant qu'élu, n'est-ce pas? On ne peut pas répondre et surtout, on n'a pas les capacités. Oui, je vous en prie. Catherine Durand, je suis étonnée parce qu'il ne me semble pas que l'astreinte existait. Alors, ils intervenaient, mais il n'y avait pas d'agent d'astreinte désigné par le week-end. Là, si je comprends bien, ou je comprends mal, hein, mais laissez-moi le doute. Je n'ai pas envie d'être la risée des réseaux sociaux. Non, on parle bien, c'est un cas de catastrophe naturelle. D'accord. Si je comprends bien, il n'y aura pas d'agents qui seront nommés d'astreinte certains week-ends, même s'il ne se passe rien. Non, mais c'est surtout pour assurer effectivement les élus que nous sommes quand on est qu'on puisse accueillir. Oui, mais il faut quand même, si jamais, il faut quand même des agents qui soient nommés. Parce que si vous avez un problème dans votre astreinte, vous allez nommer, appeler un agent qui sera quand même d'astreinte. Oui, tout à fait, ça sera régulier. Ok. Mais c'est sur la base du volontariat? Comment ça se passe? Je ne sais pas encore. Là, on le fait voter. D'accord. Mais ça concerne, c'est des agents qui doivent être sur la commune ou ça peut être... C'est de la commune. D'accord. Ok. Merci. Vous avez évalué le coût ou en fait, c'est pareil, si je comprends bien, ils ne seront rémunérés que s'ils interviennent, c'est ça? Non. Ah, d'accord. J'ai pas bien compris. Il y a quand même un supplément de salaire parce qu'il reste chez lui. Voilà, on est d'accord. Je n'avais pas bien compris. Et vous avez évalué le coût ou pas encore ça, voilà. 15 000 € maximum par an. Par an. Ok, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà, c'est une délibération, je pense, essentielle voilà, pour le bon fonctionnement de la collectivité. Je le vote. Oui, au vote, donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. L'unanimité, je vous remercie. Prochaine délibération, c'est le syndicat intercommunal à vocation multiple du Haut-Médoc, le CIVOM. Donc en fait, c'est une délibération qu'on avait déjà abordée également lors du conseil du 7 avril dernier. Sauf qu'on a appris, en fait, le CIVOM s'est réuni depuis, il y a une dizaine de jours, au cours duquel on a appris qu'on pouvait désigner 2 délégués supplémentaires. Alors, pourquoi il y a eu une assemblée générale qui s'est faite ici, ça s'est fait ici, puisqu'on était responsable du CIVOM avant. Le problème, on a eu 2 oublis, c'est que nous, on est passé à plus de 10 000 habitants, donc ce qui nous permet d'avoir 2 personnes de plus. Et on a essayé, enfin, c'est mieux partagé parce que tous les maires sont vice-présidents du CIVOM. Mais bon, ça n'a pas été fait trop dans les règles, donc on recommence, il va y avoir de nouveau une assemblée générale pour remettre tout à jour de façon que ce soit en règle. Donc il nous manquait, nous, ces 2, je crois. Non, mais c'est le nombre de personnes. Alors par rapport à la précédente désignation, ce qu'on propose, alors c'est qu'effectivement, comme l'a dit Monsieur le maire, c'est que chaque maire de chaque commune sera... Ça c'est bon. Chaque maire deviendra vice-président, mais il faut qu'il soit forcément titulaire à la base du CIVOM.
Donc du coup, en titulaire, on propose Monsieur le maire Henri Lagarrigue. J'y suis d'office. Oui, mais il fallait que... ensuite, on a les personnes qu'on avait déjà désignées, donc Véronique Béchade, Stéphane Pijat, Bernadette Bonny. Et si vous vous souvenez bien, on avait proposé un poste à l'opposition. Finalement, étant donné qu'on a 2 places de titulaires en plus, on propose que chaque opposition soit représentée au CIVOM. Ça aussi, c'est une ouverture de notre part. Et qui est importante, hein. C'est important. C'est des gros sous. Hein. Donc en titulaire, il y aura Frédéric Roumazeille. Et l'autre titulaire pour du groupe d'opposition, Estelle Bloch. Sur les suppléants, il y aura donc Jean-Jacques Régade, Julie Moisset, moi-même, Clara Faure, Béatrice L'Huissier et Catherine Durand. Voilà. Question. On met au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. D'ailleurs, le prochain CIVOM aura lieu dans 2 jours, mercredi. Voilà, donc oui. Pour les nouveaux titulaires, on vous fera peut-être suivre du coup, on transmettra voilà, le CIVOM, voilà, mais sachez que pour les nouveaux titulaires, la prochaine réunion a lieu mercredi à Blanquefort, à 17h, à Blanquefort. Voilà. Ici, d'accord. Bien, maintenant nous allons passer à la délite 21 et je passe la parole à Jean-Jacques Régade. Exposé des motifs. La société Azura Recyclage, dont le siège se situe 18 avenue de Guerlande, zone industrielle de Guerlande à Bassins, exploite un centre de tri, de transit et de conditionnement de déchets, d'activités économiques et une déchetterie professionnelle sur la zone industrielle depuis plus de 20 ans. En février 2026, la société a demandé sur une nouvelle plateforme à proximité immédiate sur laquelle elle a construit de nouveaux locaux et une mise en service l'ensemble de ses activités, dont une chaîne de tri mécanisée. Les activités sont régies par l'arrêté préfectoral d'enregistrement du 8 juin 2020 au titre des installations classées. Pour pouvoir continuer à valoriser au maximum ces activités, la société Azura Recyclage a prévu d'ajouter une ligne de production de combustible solide de récupération. Ce procédé comprend notamment un broyage pour opérer la réduction granulométrique des refus du tri à potentiel énergétique. Cette modification des conditions d'exploitation entraîne un passage sous le régime de l'autorisation compte tenu du débit projeté à 10 tonnes par jour. Quelques modifications liées au transit, tri et regroupement des déchets, numéro 2710.1, 2714 et 2716, sont également envisagées. C'est dans la nomenclature. Ce projet, soumis à autorisation environnementale au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, comprend également une déclaration loi sur l'eau. Dans le cadre des instructions par la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, de la Gironde, cette demande est soumise à une consultation publique évoquée à l'article L 180-10-1 du Code de l'environnement du 20 avril au 29 juin 2026. Aussi, la consultation des collectivités territoriales concernées est prévue au titre de l'article R 181-18 du Code évoqué précédemment. Le préfet de la Gironde est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation environnementale. La décision prendra la forme d'un arrêté préfectoral éventuellement assorti de prescription ou d'un arrêté préfectoral de refus. Donc le projet de délibération, c'est le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de l'environnement, et notamment son article R 180-18, vu le dossier de demande d'autorisation environnementale déposé le 29 juillet 2025
par la société Azura Recyclage concernant le centre de collecte, de transit et de conditionnement des déchets situé sur le territoire de la commune de Bassins, vu l'arrêté préfectoral du 18 mars 2026 précisant l'ouverture d'une consultation du public relative à une demande d'autorisation environnementale présentée par la société Azura Recyclage, vu le courrier du préfet de la Gironde en date du 20 mars 2026, sollicitant l'avis du conseil municipal sur le dossier d'autorisation environnementale déposé par la société Azura Recyclage, considérant que la création d'une unité de production de combustible solide de récupération permet de valoriser énergiquement des déchets qui étaient auparavant éliminés en utilisant le stockage, c'était simplement enfoui. Considérant que ces combustibles solides de récupération sont une alternative efficace aux énergies fossiles et réduisent donc notre dépendance à ces dernières, considérant que l'ensemble des incidences sur l'environnement de cette unité de production ont été prises en compte par la société Azura Recyclage. Voilà. Après avoir délibéré, le Conseil émet un avis favorable sur le dossier d'autorisation déposé par la société Azura Recyclage. Avez-vous des questions? Et là, je suppose que oui. Oui, Béatrice Huissier. Moi, j'ai vu sur Internet qu'elle existait depuis 2014, c'est là 2020. En tout cas, elle existe depuis quelques années. On y met quand même un petit warning puisque cette entreprise, avec deux autres entreprises, ont commis des délits tout dernièrement. C'est-à-dire qu'ils sont allés enfouir de manière illégale des déchets en Espagne. D'accord, 8000 tonnes de déchets, ce n'est pas rien. Sans aucun document officiel, c'est-à-dire qu'ils ont falsifié les documents. Sans payer la taxe qui est liée à ces déchets, qui est importante. Donc effectivement, en ne déclarant rien, on ne paye pas cette taxe, effectivement. Et aussi de stockage de matières dangereuses, de mauvais stockage dans leurs locaux. Tout ça n'est pas très favorisant et on est méfiant par rapport à cette structure. Après, il y a un deuxième point aussi qui est important, c'est qu'on est dans une phase de consultation, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a une enquête publique qui vient d'être ouverte le 13 avril, qui se termine le 13 juillet. Et là, on est en train de voter quelque chose alors qu'il y a une enquête publique. Et voilà, ça rappelle un peu une affaire qui nous touche de très près. Donc nous, pour nous, on est plus que méfiants par rapport à cette délibération. Alors, s'il vous plaît, on parle d'une entreprise, donc est-ce que cette entreprise a été condamnée? Elle est en procès. Attention. Je l'ai évoqué, je l'ai dit. Donc, Il faut rester juste prudent. méfiant. Voilà, il faut rester prudent dans ce qu'on déclare, parce que là, on peut être aussi attaqué. Donc, s'ils ne sont pas condamnés pour le moment, il faut voir. Deuxièmement, je serai très vigilant. Je suis le seul des représentants à la métropole. Il est effectif que tout ça va. On demandera conseil à la métropole là-dessus et vérifier les dires. Parce que aujourd'hui, de dire à quelqu'un qui n'est pas condamné, c'est compliqué pour nous aussi d'attaquer quoi que ce soit. Quoi. Là, soyons prudents parce que là, n'oublions pas qu'on est filmé et que c'est enregistré. Hein, d'accord. Je ne voudrais pas que l'entreprise m'arrive demain et puis me. Hein. Donc, on va vérifier effectivement. Si vous avez des doutes, il faut vérifier. Et je me doute qu'effectivement, ces entreprises, des fois, peuvent déraper. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas de condamnation, attention. Voilà. On met au vote? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? 8. Qui est pour? Merci. Bien, nous avons fini l'ordre du jour du conseil municipal, mais j'ai des questions qui m'ont été posées par Madame Michalak. Des questions intéressantes, puisque là, effectivement, ça concerne la piscine municipale, la convention qu'on avait à la mairie de Blanquefort, qui pèse beaucoup et on essaye de comprendre. Mais pour vous donner les chiffres, donc pour répondre à votre question au niveau des chiffres des élèves qui participent à la piscine, nous avons tous les élèves scolarisés du CP sur la commune, 131. Tous les élèves scolarisés du CE1, 136, et tous les élèves scolarisés en CM2, 148. Donc aujourd'hui, il y a un total de 415 élèves qui profitent de la piscine. D'accord? Pardonnez-nous,
Monsieur Lagari, mais la question du coup n'a pas été mise à l'ensemble du public. Je vais poser la question spontanément. Du coup, on voulait savoir, dans le cadre de la délibération 2026-033 adoptée lors du conseil municipal du 7 avril 2026, on voulait des précisions concernant l'accès à la piscine intercommunale pour les publics scolaires. Notamment, pouvez-vous nous indiquer combien d'élèves du primaire accèdent actuellement au bassin, en précisant les sections concernées? En deuxième point, du coup, quelles contraintes avez-vous identifiées dans l'organisation de ces créneaux disponibles? Un par un? D'accord. Ça marche, merci. Donc, pas de contrainte particulière. Précision sur les transports, il coûte 12 € pour un à la commune. Après votre délibération 3, s'il vous plaît. Votre question 3. Donc, cette délibération indique que la priorité est donnée aux élèves du primaire. Dans ce contexte, les collégiens continuent-ils à bénéficier d'un accès au bassin? Alors, en 2025-2026, 5 classes de 6e sont arrivées à la piscine pendant le premier trimestre sur les créneaux suivants. Le lundi de 10h à 12h, 2 classes. Le mardi de 10h à 12h, 2 classes. Le jeudi de 10h à 12h, 1 classe. Cela représente 10 séances sur le premier trimestre en concernant 140 élèves scolarisés en 6e. Pour la rentrée prochaine 2026-2027, une 6e classe de 6e bénéficiera d'un créneau piscine. Les rotations s'organiseront de la manière suivante. Le lundi de 10h à 12h, 2 classes. Le mardi de 10h à 12h, 2 classes. Le jeudi de 10h à 12h, 2 classes. Cela représentera 10 séances sur le premier trimestre concernant 165 élèves scolarisés en 6e. Après, tout ça, on vous le donnera. Hein, vous l'aurez. Après, en continuité, du coup, on voulait savoir également de nous préciser si l'accès au bassin aujourd'hui était en augmentation, s'il était stable ou en diminution pour les enfants scolarisés sur les établissements de Parempierre. Moi, c'est stable, hein, ça ne bouge pas. Alors, à l'information supplémentaire là-dessus, on est en train d'étudier effectivement notre contrat qui nous lie avec la piscine de Blanquefort, qui pour moi n'est pas abouti. Ça a été fait peut-être dans l'urgence. Donc, monsieur le directeur a fait une étude un petit peu là-dessus. On va y revenir, puisque, vous le savez, on doit 700 000 € de cette piscine encore. Plus on nous annonce une facture, je crois, de 175 000 € de fonctionnement. Donc, tout ça, il y a des choses où on n'est pas tout à fait d'accord. Donc, il faut on n'a pas eu le temps encore avec la mairesse de Blanquefort de se rencontrer, mais je pense qu'il va falloir remettre les conditions un petit peu autour de la table, d'autant plus que le loisir n'est pas tenu en compte. Et ce que je dois dire, moi, ce que je considère que dans ce contrat qu'on a eu avec la piscine, on a été un peu trompé quand on a signé l'intercommunalité. Si moi j'avais été maire, jamais j'aurais donné 2 millions d'euros. À partir du moment où Blanquefort a obtenu les subventions de l'État, on aurait dû payer que sur le fonctionnement. Ceci dit, c'est fait. Donc maintenant, il faut se poser la question, où on se retire, ou on continue à payer. Il n'y a pas 50 solutions. Donc si on continue, c'est 700 000 € qu'il va falloir sortir cette année, et je pense, même si on négocie au mieux, 150 000 € de fonctionnement. Voilà. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la connaissance qu'on a du problème. Du coup, si vous prenez, alors Julien Bizarre, excusez-moi, si vous prenez la décision de vous retirer, nos enfants qui sont scolarisés aussi bien scolaires ou au collège ou peu importe, ils iraient où et comment et financés comment? Alors, je reprécise, je n'ai pas dit qu'on se retire. Je dis que mon rôle est de négocier. Qu'aujourd'hui, je pense qu'on est trompé sur certaines hauteurs de fonctionnement, donc on veut remettre certaines choses en cause. On ne dit pas qu'on va se retirer. Hein. J'ai bien compris. Vous avez dit si nous nous retirons. Alors, et moi, ce qui m'intéresse de savoir. Attendez, j'ai pas fini de vous expliquer. C'est qu'en plus, vous savez qu'à la piscine de Blanquefort, il y a de gros problèmes. D'accord? Si on est ajouté au problème, ça va coûter une fortune à Parempierre, parce qu'on sera ajouté au problème de mauvais fonctionnement et de défaut de construction. Donc tout ça, aujourd'hui, je ne connais pas la suite. Madame le maire de Blanquefort est comme nous, elle s'est installée à la métropole, il y a beaucoup de remue-ménage, mais on va prendre prochainement rendez-vous pour vraiment définir ce qui va ou ce qui ne va pas avec la piscine. Il n'est pas question qu'on se retire, mais si on va dans le mur, à un moment donné, je viendrai devant vous et je vais vous dire ce que ça va coûter. Si on est tous d'accord, on payera, mais attention, il va falloir partager, supprimer certaines choses dans notre fonctionnement ou dans nos prévisions. C'est bon, merci. Je vous en prie. Alors après, c'est disponible les chiffres, on va vous les envoyer pour que vous les ayez.
Après, il faut surveiller effectivement cette... Alors, si, une chose importante qui a été demandée par les gens du loisir, c'est qu'ils payent un tarif très élevé en ce qui concerne l'aquagym. Bon, voilà. Donc là aussi, on va aller négocier pour voir ce qu'on peut négocier avec Blanquefort pour que tout le monde soit au même tarif. On a quand même donné 2 millions à cette piscine. Je trouve un peu dommage qu'on ne puisse pas faire les mêmes tarifs pour Blanquefort et par Ampère. Voilà. C'est bon? Donc, nous avons terminé le conseil municipal. S'il y a pas d'autres questions, oui. Il y a Philippe qui voulait faire. Pardon, Philippe. Oui, excusez-moi, oui, s'il te plaît. Important. Bonsoir, Philippe Hubert. Je vais faire ma première intervention qui va être très très courte. Elle est juste là pour féliciter notre police municipale. Il s'agit aujourd'hui de mettre en lumière le travail que l'on appelle de l'ombre, car à l'inverse d'autres métiers, celui d'agent de police municipale fait partie de ceux qui, lorsqu'il est bien fait, ne se voient pas. Leurs engagements discrets mais constants contribuent à préserver la sécurité et le bien-être de tous les parents puriens. Nous, élus, tenons aujourd'hui à les féliciter tout spécifiquement pour leur perspicacité dans une affaire du mois d'avril. Sans trahir les secrets de l'enquête en cours, cette intervention aurait permis de stopper un trafic. Nous prenons à cœur aujourd'hui de valoriser le travail de chacun. Merci. Oui, important, il y aura un conseil municipal, je ne connais pas la date encore, mais au mois de juin. On va le fixer, je n'ai pas encore l'assurance, on va le fixer rapidement. Je vous remercie à tous, merci. Les élus.